Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre maladie auto-immune qui touche les articulations. C'est la polyarthrite rhumatoïde. Durant cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Tout d'abord, la définition de la polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, les symptômes, l'épidémiologie de la maladie et l'étiologie. Par la suite, la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde, ainsi le diagnostic et le traitement. Comme définition, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune sévère qui touche principalement les articulations. Donc, on a des manifestations intra-articulaires significatives de cette maladie. Elle est caractérisée par une destruction progressive des articulations entraînant une douleur et un handicap. C'est l'altération de la vie totale du patient. C'est la plus fréquente des rhumatismes inflammatoires chroniques et il s'agit d'une maladie systémique non spécifique d'organes, vu la présence des manifestations extra-articulaires aussi. En ci-joint, on a les principales articulations touchées par la polyarthrite rhumatoïde, principalement au niveau des mains et des pieds, surtout les mains. On parle de l'arthrite des mains. Tout d'abord, ici, on a une polyarthrite rhumatoïde débutante, caractérisée par un gonflement douloureux et un enraidissement des doigts, qui peut se propager, voire une maladie potentiellement sévère, caractérisée par une déformation des doigts caractéristique d'une polyarthrite rhumatoïde ancienne, 14 ans d'évolution, et des lésions qu'on ne verra plus dans l'avenir. On ne peut faire rien avec ce stade de maladie sévère. Donc, à la phase d'état maintenant, à une phase plus avancée de la polyarthrite rhumatoïde, l'atteinte des mains est la plus caractéristique durant cette phase. On a une déviation cubitale des doigts, déformation en col de cygne, la déformation boutonnière, la déformation en maille ou en marteau, etc. Donc l'atteinte des mains est la plus caractéristique et la plus fréquente de la polyarthrite rhumatoïde. Aussi bien, on a l'arthrite des pieds. D'accord? L'épidémiologie, la prévalence est de 0,5%. Les femmes sont plus touchées par rapport aux hommes. Le sexe ratio 3 femmes sur un homme sont touchées et peut survenir à tout âge. La forme la plus fréquente, c'est une atteinte initiale des articulations distales des membres de manière bilatérale et symétrique, comme on a vu dans les figures. L'étiologie maintenant de la polyarthrite rhumatoïde, comme toute maladie auto-immune, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, l'épigénétique, la microbiote sont impliqués dans la physiopathologie des maladies auto-immunes, avec quelques particularités bien sûr. Pour la polyarthrite rhumatoïde, les facteurs génétiques, on a le HLA-DR1, HLA-DR4. Dans quelques études, on montré aussi l'association de HLA-DR10. On a le gène PTPN22. Ce gène code pour une protéine tyrosinase phosphatase qui interfère avec les voies de signalisation intracellulaire des TCR et BCR, donc impliqués dans l'activation ou bien l'hyperactivation des lymphocytes T et des lymphocytes B respectivement, et bien évidemment l'hypercitrullination par le peptidyle arginine déaminase. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire, hypercitrullination. Les facteurs environnementaux, principalement le tabagisme. Le tabagisme augmente l'expression de l'enzyme peptidyle arginine déaminase qui est impliquée dans la citrullination des peptides. Et bien évidemment, la citrullination, elle est corrélée avec le déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde. Le tabagisme est associé aux manifestations extra-articulaires, telles que les nodules rhumatoïdes, avec une atteinte structurale sévère. Des scores élevés ont montré cette atteinte et bien évidemment la diminution de l'efficacité thérapeutique. On a aussi le stress, la parodontite et les hormones, surtout l'estrogène et le progestérone. C'est pour cette raison que les femmes sont plus touchées
par rapport aux hommes. D'accord? Pour l'épigénétique, on a la méthylation de l'ADN, l'acétylation des histones, qui sont les modifications post-traductionnelles, les micro-ARN, la carbamylation et principalement la citrullination. La citrullination, c'est une modification enzymatique médiée par le PAD, peptidylarginine déaminase, une enzyme permettant la conversion d'un acide aminé vers un autre acide aminé, de l'arginine vers la citridine. Ça prouve bien la formation des autoantigènes citrullinés en faveur de la production des anticorps anti ces autoantigènes, qui sont donc normalement ce sont des antigènes du soi. Mais vu la présence d'une hypercitrullination, on a la formation de ces peptides citrulinés, l'activation bien sûr du système immunitaire, surtout les lymphocytes B qui vont interagir par la production des autoanticorps, d'où le déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde. Ici, j'ai mentionné tout à l'heure le HLA-DR1 et le HLA-DR4. Donc, le rôle ici de cet antigène-là, c'est la présentation d'un épitope dit un épitope partagé. Il y a trois hypothèses, d'accord? Soit la reconnaissance d'un peptide de soi, d'où l'activation des lymphocytes T autoréactifs. Vous savez déjà que les lymphocytes T sont les seules cellules qui sont restreintes aux molécules CMH. CMH1 pour les lymphocytes T CD8+, CMH2 comme notre cas pour les lymphocytes T CD4+. Donc, deuxième hypothèse, la liaison spécifique à l'antigène est responsable de la polyarthrite rhumatoïde, des peptides citrulinés, le facteur rhumatoïde, ainsi de suite. Et la théorie du mimétisme moléculaire. Mimétisme moléculaire, c'est-à-dire que des bactéries, ou bien des antigènes, qui peuvent avoir des peptides identiques aux peptides de soi. Et donc, au lieu que le système immunitaire interagit vis-à-vis cet antigène et l'éliminer, il va interagir vis-à-vis les antigènes du soi, qui sont les autoantigènes. Et donc, lorsque la réponse immunitaire cible les cellules du soi, ça déclenche la maladie auto-immune, en particulier la polyarthrite rhumatoïde. J'ai parlé tout à l'heure de la parodontite comme un facteur environnemental indispensable dans le déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde. En fait, c'est quoi la parodontite? C'est une inflammation de la gingivite due à une bactérie appelée Porphyromonas gingivalis. Cette bactérie est capable de produire le PAD. C'est une enzyme impliquée dans la citrullination et serait à l'origine d'une citrullination des peptides endogènes participant à l'initiation de l'auto-immunité de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, tout simplement, n'importe quel facteur impliquant dans la production de PAD ou l'augmentation de son expression constitue un facteur de risque pour la polyarthrite rhumatoïde. On va voir ici le rôle de la parodontite dans le développement de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on a ici cette bactérie qui favorise l'expression de l'enzyme PAD. Cette enzyme est capable de faire la citrullination des peptides du soi, d'accord? Et donc, en présence aussi d'un terrain de susceptibilité génétique, HLA-DRB1 ou HLA-DRB4, et vous savez le processus de la présentation antigénique, la cellule représentatrice d'antigène capte le peptide citruliné, l'apprête, le dégrade, c'est-à-dire, et le présente au lymphocyte CD4+. Bien sûr, ici, on a les molécules CMH2, d'accord? Les lymphocytes CD4+, qui vont s'activer, se proliférer et se différencier en lymphocytes L, en particulier les lymphocytes TH2, qui vont produire des cytokines impliquées dans la réponse immorale. Ce sont des cytokines qui interagissent à tous les stades de développement des cellules B
dans l'activation de la cellule B, dans sa prolifération, dans la différenciation en plasmocytes et même la commutation de classes d'immunoglobulines. Le lymphocyte B lui-même, il peut donc reconnaître le peptide l'antigène citrulliné indépendamment des molécules CMH2 et indépendamment de la présentation antigénique. Et donc, il s'active. Mais juste les cytokines, c'est pour amplifier et améliorer la réponse immunitaire. D'accord? Et la commutation de classe. En général, on a la production des anticorps qui sont dirigés contre l'antigène citrulliné. On parle des anticorps anti-antigène citrulliné, appelé ACPA, ou bien anti-CCP. Donc, ces anticorps-là vont interagir. Vous avez les mécanismes des anticorps, la neutralisation, la lopsonisation de l'antigène pour faciliter sa phagocytose, l'activation du voie du complément ici par la voie classique pour générer les anaphylatoxines qui améliorent la réponse inflammatoire, la formation de C3b, opsonine majeure qui permet lui-même opsoniser donc l'antigène citrulliné et voilà, et la formation de complexes d'attaque membranaire qui permet la lyse de l'antigène. Et donc voilà comment ça se fait les choses et le rôle de la parodontite dans le développement de cette maladie auto-immune. La microbiote, surtout la microbiote intestinale, d'accord? En cas de dysbiose du microbiote intestinal, ou bien on a plusieurs processus qui sont dus suite à ce dysbiose. La stimulation des cellules présentatrices d'antigènes, l'initiation enzymatique de la citrulination des peptides, le changement de la perméabilité de la muqueuse intestinale, le mimétisme des antigènes, l'augmentation de l'inflammation à travers la voie TH2, TH17, l'activation de la réponse immunitaire adaptative innée tout d'abord et puis adaptative, production des cytokines pro-inflammatoires et ainsi de suite, ça va provoquer une inflammation des articulations et érosion. Et bien évidemment, comme conséquence de cette dysbiose intestinale, on a l'altération de la composition du microbiote intestinal des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde que les études ont montré une augmentation de ces bactéries Prevotella copri, Collinsella, Lactobacillus salivarium et la diminution des bactérioïdes et hémophilis. La physiopathologie en 4 étapes, initiation, recrutement cellulaire et inflammation, prolifération synoviale avec destruction de l'articulation et réparation. Donc l'initiation, bien sûr, l'initiation c'est quoi? C'est tout d'abord l'activation des cellules immunitaires innées, comme d'habitude. Ces cellules qui vont interagir par les mécanismes effecteurs de l'immunité innée, soit la phagocytose innée, soit la production des cytokines, principalement les chimokines pour le recrutement cellulaire, soit l'activation de voies du complément alterne et de la voie des lectines, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour améliorer la réaction inflammatoire. En particulier, on a la capture de l'antigène citruliné par la cellule présentatrice d'antigène. Cette cellule présentatrice d'antigène, en particulier la cellule dendritique, va migrer vers les organes lymphoïdes, donc les organes lymphoïdes périphériques, autrement dit les ganglions lymphatiques les plus proches par les voies lymphatiques afférentes. Au sein de ganglions lymphatiques, on a l'activation des cellules T, les cellules T CD4+, et les cellules T CD8+. Les cellules T CD4+, se différencient par exemple en TH1. Les TH1 produisent des cytokines bien déterminées qui sont impliquées dans le recrutement des macrophages, des NK pour améliorer la réponse cellulaire. Et bien évidemment, comme l'interféron à gamma ici, il est impliqué dans la commutation de classes d'immunoglobulines vers les IgG. D'accord? Et donc, on a la formation des anticorps anti-antigènes citrulinés. On parle de facteur rhumatoïde. Le facteur rhumatoïde, en fait, c'est un anticorps anti-immunoglobuline G. D'accord? ACPA, ce sont les anticorps antigènes citrulinés. Et bien sûr, les LB aussi peuvent produire des cytokines. Voilà l'hyperactivation des macrophages, surtout les macrophages du type M1, qui vont produire les cytokines
pro-inflammatoires de plus en plus afin de favoriser l'angiogenèse, la production de nouveaux vaisseaux sanguins, l'activation des ostéoclastes, l'activation des synoviocytes, ainsi de suite. Donc, ici, on a 3 phases dans la physiopathologie et la 4e phase, c'est la réparation. En détail, l'initiation, c'est la citrullination des peptides via l'activation des paths, la production des cytokines chimio-attractantes via les cellules de l'immunité innée. Deuxième phase, le recrutement cellulaire et l'inflammation. Recrutement des cellules immunitaires. Tout d'abord, recrutement d'autres macrophages et d'autres polynucléaires neutrophiles. Déjà, la polyarthrite rhumatoïde, elle est caractérisée par une hyperleucocytose, surtout par les polynucléaires neutrophiles. Donc, on a une neutrophilie importante. Deuxième point, un recrutement non spécifique par les chimiokines des LTCD4+, et des LTCD8+, grâce à l'expression des molécules d'adhésion sur les cellules endothéliales. Ici, on peut voir dans le schéma, par exemple, que les cellules endothéliales vont exprimer des molécules d'adhésion. Et ces molécules d'adhésion, lorsque les cellules T, soit CD4+, soit CD8+, se fixent sur ces molécules, vont donc pénétrer pour aller vers le foyer inflammatoire. Et on a aussi la production des chimiokines par les cellules qui sont recrutées au niveau du foyer inflammatoire pour améliorer de plus en plus l'inflammation. Donc, on a une réaction inflammatoire très exagérée. L'accumulation de cellules de l'immunité, les macrophages, les LT, les LP, la prolifération des cellules résidentes de la membrane synoviale. Les cellules qui sont présentes dans la membrane synoviale sont appelées synoviocytes et on a 2 types. Soit de type macrophagique qui vont produire les cytokines pro-inflammatoires, d'où l'inflammation, et qui sont impliquées ces cytokines-là dans le recrutement intra-articulaire de monocytes, de lymphocytes et de polynucléaires neutrophiles issus du compartiment sanguin sous l'action de chimiokines et de l'expression de molécules d'adhésion par les cellules endothéliales. Deuxième type, ce sont les synoviocytes de type fibroblastique qui vont produire le protéoglycane de type 2, les métalloprotéinases matricielles qui sont capables de dégrader le collagène de type 2 et les protéines non collagéniques de la matrice extracellulaire du cartilage articulaire, générant la chondrolyse. On a le rôle ici en détail des lymphocytes T. Les lymphocytes T CD4+, qui vont se différencier principalement en TH1, THD7. Les THD7 produisent les cytokines qui sont impliquées dans le recrutement des cellules immunitaires, surtout le recrutement des polynucléaires neutrophiles en faveur d'une inflammation de la membrane synoviale. Les THD7 aussi expriment le RANK ligand. Le RANK ligand permet la différenciation des pré-ostéoclastes en ostéoclastes. On va voir par la suite en détail comment ça se fait. Les TH1, on a les TH1 qui produisent l'interleukine 2 et l'interféron gamma principalement, qui sont impliqués dans l'activation des LTC-18+ et leur différenciation en cellules cytotoxiques, mais aussi dans la commutation d'immunoglobulines produites par les lymphocytes B vers IgG1 et IgG3. Les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes productrices d'anticorps antipeptides citrullinés ACPA et anticorps dirigés contre des IgG présents donc et c'est ce qu'on appelle le facteur rhumatoïde. Les autoanticorps produits participent au mécanisme lésionnel de la polyarthrite rhumatoïde et interviennent dans les lésions de vascularité. Les cellules B produisent aussi des cytokines comme le TNF-alpha et l'interleukine 6 et sont capables aussi de présenter l'antigène aux LTCD4+ par les molécules CMH2 et on a de plus en plus l'activation de ces cellules TCD4+ et leur différenciation en cellules helper. Troisième étape, la prolifération synoviale avec destruction de l'articulation. La production de cytokines pro-inflammatoires. Donc, on a une multiplication anormale des cellules de la membrane synoviale
un épaississement de la membrane synoviale, on parle de panus synovial. Ce panus recouvre le cartilage articulaire et devient le siège de la production d'enzymes détruisant le cartilage et l'eau. On a un déficit de production de cytokines anti-inflammatoires. Ça prouve le genèse de la synovite rhumatoïde ou le panus synovial. Donc, normalement, on a un équilibre entre les cytokines pro-inflammatoires et les cytokines anti-inflammatoires. Mais ici, on a une prédominance de cytokines pro-inflammatoires par rapport aux cytokines anti-inflammatoires. Donc, on n'a pas un contrôle tout simplement de l'inflammation. On a aussi la production des molécules impliquées dans l'angiogenèse et la prolifération cellulaire dans la membrane synoviale, surtout le TGF-bêta. On a la production de métalloprotéinase, de catepsine et de collagénase par les synoviocytes qui sont impliqués dans la destruction de la cartilage. C'est quoi synovite rhumatoïde? Qu'est-ce que ça veut dire synovite rhumatoïde? C'est une inflammation de la membrane synoviale qui tapisse la face interne des articulations périphériques, responsable d'un épanchement intra-articulaire de nature et d'abondance variable. C'est tout simplement cette structure-là, ce gonflement, si vous voulez. On peut voir ici la différence entre une articulation normale et une articulation anormale. D'accord, on a l'accumulation de liquide synovial sécrété par la membrane et une forte infiltration par les cellules immunitaires, surtout par les polynucléaires neutrophiles. D'accord. On a aussi, on ne peut pas donc parler de la prolifération synoviale et la destruction de l'articulation sans parler d'une voie très importante dans cette prolifération et qui est impliquée dans la destruction de l'os, c'est la voie Rank-Rank-Ligand. Donc c'est quoi Rank? Rank c'est un ligand, ou bien c'est un récepteur, pardon, c'est un récepteur qui est exprimé par des cellules appelées les préostéoclastes. Donc on a des cellules donc qui s'appellent préostéoclastes qui expriment Rank. Donc, c'est un récepteur. Donc, ce qui est logique, c'est que ce récepteur doit avoir un ligand. Le ligand respectif de Rank, c'est le Rank ligand qui est exprimé par les TH1, les TH17, les LB et les synoviocytes fibroblastiques sous l'action des cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 6 et le TNF-alpha. Voilà, TH1 exprime le rank ligand. Lorsque le rank se fixe sur rank ligand, ça permet la différenciation des préostéoclastes en ostéoclastes. C'est le processus de l'ostéoclastogénèse, la formation des ostéoclastes. D'accord? Ces ostéoclastes s'attachent aux os, formant un environnement acide qui lessive les minéraux des os et produit des enzymes, notamment la catepsine K qui dégrade la matrice osseuse. Je passe maintenant vers le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. Un diagnostic positif d'une polyarthrite rhumatoïde débutante est caractérisé par 3 types de signes. Des signes cliniques, des signes biologiques et des signes d'imagerie. Les signes cliniques, surtout les douleurs articulaires inflammatoires et les gonflements articulaires, l'atteinte préférentielle des poignets, les articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes des doigts et articulations métatarsophalangiennes. La topographie bilatérale est globalement symétrique, qui est la caractéristique fondamentale de la polyarthrite rhumatoïde. On a le plus souvent une atteinte bilatérale et symétrique et l'évolution en plus de 6 semaines. Les signes biologiques, un syndrome inflammatoire important, on a vu dans la physiopathologie le rôle de l'inflammation. Donc, tout simplement, on a une élévation inconstante de la vitesse de sédimentation globale, aussi bien de la protéine C réactive, une positivité inconstante de la recherche du facteur rhumatoïde, une positivité inconstante de la recherche des auto-anticorps antiprotéines citrullinées.
Les signes d'imagerie, une présence inconstante d'érosion osseuse ou de pincement des interlignes articulaires sur les radiographies standards, des mains et des poignets de face, des avant-pieds de face et des avant-pieds de trois quarts et des autres articulations inflammatoires. Les critères de classification de la polyarthrite rhumatoïde selon les collègues européens et américains de rhumatologie en 2010, on a un score, d'accord? Cet score-là, pour le calcul, on a différents critères, d'accord, si vous voulez. On a l'atteinte articulaire de 0 à 5, la sérologie de 0 à 3, la durée des symptômes et la biologie inflammatoire. Ici, pour l'atteinte articulaire, si on a une seule grosse articulation, 0. Si on a de 10 à 10 grosses articulations touchées, un score égal à 1. Si on a de 1 à 3 petites articulations et les grosses articulations ne sont pas comptées, un score égal à 2. Si on a de 4 à 10 petites articulations, score égal à 3. Si on a plus de 10 articulations, le score égal à 5. Pour la sérologie, en fait, c'est la détection, bien la recherche de facteurs rhumatoïdes et des anticorps anti-antigènes citrulinés. Donc, en cas de facteur rhumatoïde négatif et anticorps anti-antigènes citrulinés négatifs, donc c'est logique, le score égale à 0. Si le facteur rhumatoïde est faiblement positif ou l'anticorps anti-antigènes citrulinés sont faiblement positifs, le score égale à 2. Si le facteur rhumatoïde est fortement positif ou les antigènes des anticorps anti-antigènes citrulinés sont fortement positifs, le score est élevé, est égal à 3. La durée des symptômes, si les symptômes durée inférieure à 6 semaines, 0, supérieur ou égal à 6 semaines, le score est égal à 1. La biologie inflammatoire, vitesse de sédimentation et CRP, si les deux sont normales, 0. Si l'un des deux est anormal, le score est égal à 1. Donc, ici, on a plus d'une articulation gonflée sans notre explication, érosion typique de polyarthrite rhumatoïde sur les rayons et, comment dirais-je, sur l'imagerie, c'est-à-dire ici. Si oui, on a des signes d'imagerie qui sont caractéristiques de la maladie. Donc, si oui, donc c'est la polyarthrite rhumatoïde. Sinon, on va voir les nouveaux critères remplis. Sinon, pas de polyarthrite rhumatoïde. Si oui, il s'agit d'une polyarthrite rhumatoïde. Les paramètres d'évaluation de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde, décompte du nombre d'articulations douloureuses sur 28 articulations, c'est le critère DAS28. Décompte du nombre d'articulations gonflées sur 28 articulations, c'est le DAS28, ici douloureuse, ici gonflée, c'est ça la différence entre les deux. Durée de la raideur matinale, mesure de l'intensité de la douleur, échelle visuelle analogique, mesure de la précision globale de la maladie par le patient, mesure de la vitesse de sédimentation globale ou de la protéine C réactive pour voir l'inflammation, l'état inflammatoire de la maladie. Les niveaux d'activité de la polyarthrite rhumatoïde définis à partir du résultat du calcul de DAS. Selon DAS, si DAS inférieur à 2,6, il s'agit d'une polyarthrite rhumatoïde en rémission. Si elle est comprise entre 2,6 et 3,2, donc il s'agit d'une maladie en faible niveau d'activité. S'il est compris entre 3,2 et 5,1, la polyarthrite elle est modérément active. S'il est supérieur à 5,1, la maladie est très active. C'est la phase d'état en fait. Les facteurs pronostiques de sévérité structurelle, fonctionnelle et ou globale d'une polyarthrite rhumatoïde, une maladie active définie par un score DAS supérieur à 3,2 de façon persistante, un syndrome inflammatoire biologique intense, les facteurs rhumatoïdes ou les anticorps antigènes citrulinés sont positifs, la présence d'érosion sur les radiographies standards, un handicap fonctionnel défini par un score HAQ pour Health Assessment Questionnaire. C'est un questionnaire d'incapacité fonctionnelle spécifique de la polyarthrite rhumatoïde portant sur 8 domaines d'activité de la vie quotidienne, coté de 0 à 3, un score de 0 correspondant à l'absence d'incapacité
et un score de 3 correspondant à une incapacité maximale. La présence de manifestations extra-articulaires ou systémiques, surtout l'atteinte cardiovasculaire par exemple et les nodules rhumatoïdes, la présence de comorbidités cardiovasculaires, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tumorales ou infectieuses. Les éléments de diagnostic différentiel, un hémogramme à la recherche d'une leuconeutropénie ou d'une lymphopénie orientant vers un lupus systémique ou une maladie de Sjögren et une thrombopénie orientant vers un lupus systémique. La recherche de protéinurie ou d'hématurie et un dosage de créatininémie évoquant une néphropathie orientant vers une connectivite ou une vascularite. Un dosage des azates et des alates dont l'élévation oriente vers une hépatite virale, une hépatite auto-immune, une hépatite associée à certaines connectivites, vascularites, granulomateuses ou maladies auto-inflammatoires. Une recherche d'anticorps antinucléaires dont la positivité conduit à la recherche d'anticorps anti-ADN natifs ou d'anticorps anti-antigènes nucléaires solubles et dont la présence oriente vers un lupus systémique ou une autre connectivité. On a vu dans le cours de lupus que le principal élément de diagnostic, c'est la présence des anticorps antinucléaires, en particulier anticorps anti-ADN natifs. Cependant, les anticorps antinucléaires sont présents dans 30% des cas avec un titre faible. Une ponction articulaire avec analyse cytologique, bactériologique et la recherche de cristaux permettant d'éliminer une arthrite septique ou une arthrite microcristalline. La radiographie du thorax à la recherche d'anomalies pleuropulmonaires ou médiastinales pouvant orienter vers une sclérodermie systémique, une sarcoïdose ou une pathologie infectieuse telle que la tuberculose. Donc tout ça, c'est pour s'assurer que les gonflements articulaires ne sont pas expliqués par une autre maladie que la polyarthrite rhumatoïde. D'accord? Parce que les anticorps qui sont en faveur de la sérologie de la polyarthrite rhumatoïde, c'est le facteur rhumatoïde et des anticorps anti-antigènes citrulinés, ne sont pas purement spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire, on peut détecter ces anticorps dans d'autres maladies auto-immunes. Maintenant, le traitement. Les objectifs de la prise en charge thérapeutique, atteindre l'objectif de rémission, c'est-à-dire valeur de DAS inférieure à 2,6 ou à défaut de faible niveau d'activité de la maladie, prévenir les lésions structurales, prévenir le handicap fonctionnel, prendre en charge les manifestations extra-articulaires ou systémiques, prévenir les comorbidités, préserver la qualité de vie du patient, préserver les capacités socio-professionnelles du patient et préserver l'espérance de vie du patient. Donc, ici pour le traitement, on a les traitements de première ligne, deuxième ligne et on a un cas de gestion de la rémission. Première ligne, méthotrexate et les flunomides, d'accord, qui peuvent être associés ou pas aux corticoïdes. Si on a une amélioration significative à 3 mois et atteinte de l'objectif à 6 mois, on doit poursuivre le traitement, puis, si rémission prolongée sans corticoïdes, discuter la décroissance du CS-DMARD. D'accord? Sinon, si on n'a pas une amélioration significative avec ces traitements, donc, il s'agit des facteurs de mauvais pronostic. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Pour s'assurer de ça, si je suis donc sûr que les facteurs sont de mauvais pronostic, ajoute d'une thérapie ciblée, utiliser donc les traitements de deuxième ligne qui sont basés sur les biomédicaments, les anticorps monoclonaux dirigés contre les cytokines, d'accord, contre les cellules immunitaires ici par exemple le rituximab dirigé contre les cellules B, l'abatacept dirigé contre le CD80, donc qui bloque le deuxième signal de reconnaissance immunitaire et ce qui bloque l'activation de la cellule T.
Sinon, si on n'a pas de mauvais facteurs de pronostic, changement ou ajout d'un autre CSDMRAD qui est plus ou moins associé avec les corticoïdes. Dans tous les cas, on a les traitements de deuxième ligne, d'accord? Si on a une amélioration significative à 3 mois et atteinte de l'objectif à 6 mois, poursuivre le traitement, puis si rémission persistance sans corticoïdes, envisager la décroissance. Sinon, si on n'a pas une amélioration, je vais retourner à la thérapie ciblée de plus et je vais vérifier est-ce qu'on a une amélioration significative à 3 mois ou bien non. J'ai fini la vidéo, j'espère que c'était clair. La principale chose ici, c'est de comprendre la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde, de maîtriser bien les différents stades de déclenchement de cette maladie, d'avoir aussi bien les facteurs impliqués dans le déclenchement de cette maladie, surtout les gènes HLA-DR1, DR4, PTPM22, l'hypercitrullination, qu'est-ce qu'il s'agit, le rôle de tabagisme, de la parodontite dans la physiopathologie de la maladie, bien évidemment, le maîtrise de diagnostic, comment je peux diagnostiquer, quels sont les signes qui indiquent qu'il s'agit d'une polyarthrite rhumatoïde et comment je peux s'assurer qu'il ne s'agit pas d'autres maladies provoquant les gonflements, parce que c'est l'intérêt en fait du diagnostic différentiel, et d'avoir juste une idée sur les traitements de première intention et les traitements de deuxième intention, de quoi il s'agit. Merci pour votre attention.